Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes toutes premières impressions au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mon ressenti, mes impressions après une semaine au volant. La voiture qui se trouve derrière moi, on ne l'a pas déjà essayée, non, on a essayé sa cousine technique il y a quelques temps maintenant, c'était chez Toyota, le Toyota BZ4X. Ici, il s'agit du Subaru Solterra. Je vous fais découvrir le coffre, les places arrière, les places avant, le tableau de bord et puis évidemment vous vivez avec moi mon tout premier trajet à son volant. Premier trajet avec Coyote, à vos côtés sur la route pour votre premier trajet et tous les autres. Le Subaru Solterra jusqu'à présent à l'avant ça donnait ça. Et dorénavant, ça donne ça avec ce nouveau petit décroché là au niveau du logo et puis cette signature lumineuse qu'on va retrouver également sur le Subaru Uncharted, le petit frère qu'on essaye bientôt sur Charging Station et puis sur le e-Outback, le grand frère qu'on essaiera aussi dans les prochaines semaines. Je trouve ça particulièrement réussi, ce restylage, ça donne un vrai coup de frais à l'allure, à l'avant en l'occurrence ici de cette voiture. On a la prise qui se trouve ici à gauche sur l'aile avant, vous le voyez. Et puis à l'arrière, un petit peu moins de changement, mais on remarquera au passage que le logo Subaru a disparu. La marque maintenant s'écrit en toutes lettres. Le coffre, il est à ouverture électrique et on a un volume disponible, vous le voyez, qui est plutôt généreux, c'est plutôt confortable. On a une tablette avec enrouleur, voilà. Et puis sous le plancher, cet espace qui va permettre d'accueillir le câble de recharge. Et au rayon des aspects pratiques, on a des petits crochets ici, il y en a un de chaque côté. Le siège avant est réglé pour mon 1m90, mon 1m90. Est-ce qu'il y a de la place à l'arrière? Oui, vous le voyez, ça passe sans problème ici au niveau des genoux. Les pieds sous le siège avant, c'est tout juste, mais ça passe. Siège avant que j'ai réglé relativement bas, évidemment, puisque je suis grand. On a un plancher qui est parfaitement plat, vous le voyez. Et puis ici, à l'arrière de la console centrale, les sièges chauffants à l'arrière et deux prises USB-C, c'est très très bien. Et si on jette un petit coup d'œil du côté de l'avant, eh bien, il y a des modifications par rapport à la version précédente, essentiellement concentrée sur la partie centrale, l'écran d'infodivertissement et puis ici la zone entre les deux sièges, la console centrale. On va détailler ça tout de suite. Et on le sent d'emblée quand on est dans cet intérieur, on est plutôt sur de la rigueur, voilà, la rigueur à la japonaise. Un intérieur où il y a pas mal de boutons, vous le voyez ici sur les portières par exemple, pas mal de boutons sur le tableau de bord, sur le volant aussi. On verra à l'usage ce que ça donne. En tout cas, si vous êtes allergique au tout à l'écran, cette voiture devrait vous combler. On est loin d'être sur un tout à l'écran ici. Et ce qui change effectivement sur cette version restylée, c'est essentiellement cet écran qui intègre des boutons pour le réglage de la température et puis cette partie centrale ici avec intégration de deux zones de recharge par induction et on a ici encore des commandes physiques notamment pour les modes de conduite, pour appeler la fonction auto hold, pour appeler les caméras également, le système de caméra à 360 degrés. Tout ça est très accessible parce qu'on a la main qui est bien posée sur la coudoir ici, donc c'est vraiment c'est très agréable à utiliser cette petite molette de sélection du sens de marche. Jusque-là, c'est pas mal. Au niveau des matériaux, c'est moussé ici, c'est moussé également en partie supérieure avec ce petit revêtement qui est visuellement très agréable. Et ici, ce volant avec deux légers méplats, partie supérieure et partie inférieure. Partie inférieure, ça va aider évidemment pour pouvoir rentrer et sortir du véhicule. Et puis en partie supérieure, ça va permettre de voir l'écran instrument qui se positionne tel un affichage tête haute, c'est-à-dire qu'on le regarde par-dessus le volant, un petit peu comme ce qu'on retrouve chez Peugeot, sauf qu'ici le positionnement n'impose pas de faire de compromis, comme c'est le cas malheureusement chez Peugeot. Donc ici jusque-là, c'est plutôt pas mal. Je me sens très très bien installé dans les sièges. J'ai l'impression que toutes les commandes tombent naturellement sous la main, donc c'est vraiment très agréable. Cette voiture a le sens de l'accueil, pourvu que ça dure. Voilà, c'est parti, j'ai connecté mon téléphone, j'ai donc Apple CarPlay, j'utilise Coyote, l'application Coyote pour être averti évidemment des dangers sur la route et pour me rendre à ma destination. En l'occurrence ici, j'ai rentré l'adresse, j'obtiens un aperçu de l'itinéraire et j'ai 26 km que je vais parcourir en 26 minutes, voilà qui est plutôt évident. Avec le pied sur le frein, je positionne le sélecteur de sens de marche sur D et je n'ai plus qu'à avancer.
Un démarrage qui s'effectue tout en douceur, qui est extrêmement silencieux. La position de conduite est assez étonnante. On est positionné très très haut. Donc on a l'impression de dominer la circulation, ce que certains apprécient clairement. Alors j'ai réaccéléré un petit peu vite, donc c'était pas encore passé à 70, à 70, donc j'ai eu une alerte du système obligatoire d'avertissement de franchissement de la vitesse maximale autorisée. Et la petite nouveauté, on ne doit plus aller dans les menus des sous-menus, ce qui était le cas auparavant avec ce Solterra. On peut aller directement ici, où on a des raccourcis, et notamment ici fréquemment utilisés. On va pouvoir retrouver donc tous ces paramètres d'aide à la conduite et les désactiver extrêmement rapidement, ils sont très nombreux. Donc voilà, aide à la signalisation routière, je désactive tout simplement. Donc c'est assez évident. Hop, je ferme ici et je retrouve mon écran d'Apple CarPlay. Voilà qui est simplissime. Donc ça c'est déjà un très très bon point. Alors est-ce que je vais devoir désactiver d'autres fonctions? Celles-là parce qu'elles seront mal réglées. Eh bien je vous le dirai avant la fin de ce premier trajet. Jusque-là, tout va bien. Le fait d'avoir plein de boutons partout, ça peut sembler aller à contre-courant finalement de la tendance actuelle, qui est plutôt au tout à l'écran. Mais moi je trouve ça tellement plus pratique finalement. Faut pas essayer de réinventer la roue, hein, ça ne sert à rien. Quand des choses fonctionnent, c'est pas la peine de les modifier, c'est mon avis. Le silence est très impressionnant, hein. Je sais pas si vous vous en rendez bien compte dans la vidéo, mais c'est vraiment très très impressionnant. Sur cette version, on a un petit peu plus de kilowattheures dans la batterie, donc on a plus d'autonomie et puis on a plus de puissance également dans cette nouvelle version du Solterra. On était sur 218 chevaux, je pense, de mémoire auparavant. On est au-delà de 300 chevaux maintenant. C'est plus que suffisant. Tiens, concernant la récupération d'énergie, on a des palettes derrière le volant, donc on a soit une petite flèche, deux petites flèches, trois petites flèches ou quatre petites flèches. Est-ce qu'avec 4 petites flèches, on va jusqu'à l'arrêt complet? On n'est pas loin, hein. On a 6 km/h, mais non, on ne va pas jusqu'à l'arrêt complet malheureusement. On a une vue vers l'arrière qui est assez dégagée, ça c'est tout bon. C'est pas toujours le cas, certainement avec cette mode des SUV coupés par exemple, où on a une lunette arrière qui est assez réduite en hauteur. Ici c'est pas le cas, on a une belle visibilité vers l'arrière, les appuis-têtes des deux places principales à l'arrière ne gênent pas et l'appui-tête centrale non plus, étant donné qu'il est positionné beaucoup plus bas. Donc on voit vraiment ce qui se passe derrière, ce qui est vraiment très très chouette. On a une sensation quand même qui est très premium, hein, le fait d'avoir cette absence de bruit, ce côté, on sent que c'est bien construit, donc ça donne confiance, et puis ces accélérations aussi qui sont très convaincantes, ce côté confortable des sièges, on est bien maintenu, donc il y a un côté très premium, ça fait véhicule très très statutaire finalement. L'impression elle est très agréable. Et jusque dans les détails, vous voyez même le bruit du clignotant, etc. Tout ça est bien étudié, tout ça est cohérent. Les accélérations sont assez impressionnantes. Je vous parlais de la puissance tout à l'heure qui est en hausse hein, sur cette nouvelle version. On dépasse les 300 chevaux et dès qu'on accélère, en fait ça a l'air d'un SUV sérieux, familial. Et en même temps, dès qu'on appuie sur l'accélérateur, c'est assez impressionnant. Franchement, c'est pas pour me déplaire. J'en connais qui vont dire, mais à quoi ça sert toute cette puissance? On peut faire avec moins de puissance. 218 sur la version précédente, ça fonctionnait tout aussi bien. Je l'avais testé sur le Toyota BZ4X. Mais quand on a plus de puissance, bah c'est plus chouette à conduire évidemment. Et puis pour la sécurité, c'est un plus. On va s'insérer plus facilement dans la circulation. On va dépasser plus rapidement sur national. Donc on va se retrouver moins longtemps sur la bande à contresens. Ici par exemple, vous voyez, hop, je dois en même temps laisser passer la voiture qui s'engage et en même temps passer avant celle qui était sur la voie de gauche. Eh bien, je peux le faire rapidement grâce à cette puissance disponible. Beaucoup de puissance, ça veut pas dire qu'on va conduire vite, ça veut dire qu'on est plus mobile, plus agile finalement dans la circulation, ce qui dans certains cas peut être un plus pour la sécurité. On va pas cracher dessus. Voilà, et je viens de revenir dans le petit menu accessible facilement et effectivement dans fréquemment utilisé, puisque je l'ai désactivé et activé quelques fois là pour tester avant de démarrer. Eh bien, j'ai l'aide à la signalisation routière qui est maintenant directement accessible sur la première page. Ça, c'est vraiment bien. Et vous voyez que ça s'efface au bout de quelques secondes. Donc, il y a même plus 36 manipulations à effectuer. C'est vraiment bien. On vient de passer sur une zone avec des travaux. Donc, le revêtement de la chaussée était assez irrégulier. Rien, pas de bruit, pas de craquement, rien du tout. C'est voilà, c'est du solide. Alors, on est sur l'autoroute. On va tester évidemment le régulateur de vitesse adaptatif. Vous pouvez changer de mode, je pense, ici. Voilà.
Vous avez le choix entre régulateur de vitesse adaptatif, régulateur de vitesse simple ou bien limiteur de vitesse. On va se mettre sur régulateur de vitesse adaptatif. On lance ça ici. Voilà, on est à 119 et on peut augmenter la vitesse. On est en Belgique, donc 120 km/h. C'est parti. Alors là, on s'approche des 120 km/h, donc on a un tout petit peu plus de bruit aérodynamique. Au niveau des bruits de roulement, c'est très bien maîtrisé. Bruit aérodynamique un tout petit peu plus, mais un tout petit peu plus que pas grand-chose. Donc finalement, c'est tout à fait satisfaisant également. Ça reste un petit cocon sympa qui prend soin de vous. Et là, on a le centrage sur la voie de circulation qu'on peut d'ailleurs activer ou désactiver indépendamment du régulateur de vitesse adaptatif avec le petit bouton sur le volant. Est-ce qu'on a un volant capacitif? On va le savoir. Voilà, il est capacitif. Je viens de déposer les doigts sur le volant à l'apparition de l'alerte et eh bien l'alerte a disparu. Donc effectivement, on a un volant capacitif. Donc ça, c'est très très bien. Petit rappel, un volant capacitif, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert quand vous êtes en régulateur de vitesse adaptatif avec centrage sur la voie de circulation, à ce que la voiture à qui vous avez confié le centrage sur la voie de circulation ne vous rappelle pas à l'ordre sans cesse parce qu'elle ne sent pas que vous êtes là. Là, en l'occurrence, avec un volant capacitif, le fait d'avoir les mains posées sur le volant sans donner de coup de volant, eh bien la voiture sent que vous êtes là et donc elle ne vous rappelle pas à l'ordre. Donc ça, c'est très confortable. Et la voiture, quand je mets le clignotant, eh bien me rend la main très facilement. Donc je ne dois pas me battre avec la voiture pour récupérer la main. Donc ça, c'est très agréable également. Je peux moduler également, toujours ici sur le volant, la distance par rapport au véhicule qui précède. Ici, je viens de mettre la distance la plus courte. Et alors, on est ici dans une zone de travaux et la voiture s'en sort très très bien. Pourtant, on a un double marquage, le marquage d'origine et le marquage jaune des travaux. La voiture devant qui donne des petits coups de frein, etc. Celle qui est sur la bande de gauche qui veut s'insérer ici devant moi. Hops. Et la voiture ne plonge pas sur les freins. Elle adapte la distance gentiment par rapport à la voiture qui vient de s'insérer. C'est très très bien. Ici, de nouveau, zone de travaux. Et là aussi, elle suit super bien le marquage jaune. C'est très confortable à utiliser au quotidien. On s'en rend pas toujours compte, mais c'est des petites choses comme ça qui font que c'est très agréable à utiliser. Vous avez le système de Tesla, par exemple, si vous prenez un modèle Y, c'est une formidable voiture. C'est efficient, c'est spacieux, c'est très chouette. Mais sur les aides à la conduite et notamment le régulateur de vitesse adaptatif, c'est vraiment une plaie à utiliser parce qu'il se déconnecte à chaque fois que vous changez de bande et il faut chaque fois le rappeler, etc. Et ça, franchement, au quotidien, ça fait toute la différence. Alors là, on atteint un petit peu les limites du système, sans doute. La zone de travaux se réduit encore, donc la bande est vraiment très très étroite. Et là, voilà, il lui arrive de sonner parce on est vraiment très très proche de la limite des voies de circulation, qui est à peine plus large que la voiture. Il y a une BMW qui est juste devant, qui est obligée de rouler avec deux roues sur la ligne, tellement la voie est étroite. Et donc forcément, avec des roues sur la ligne, ça sonne. Petit coup d'œil du côté de la consommation avant de clôturer déjà ce premier trajet. Alors ça vaut ce que ça vaut, c'était une vingtaine de kilomètres, donc on n'est pas sur une distance suffisamment grande pour avoir quelque chose de très fiable. Mais là, on est à 18,5 kWh au 100. Voilà, 18,5 kWh au 100 pour ces 26 premiers kilomètres au volant de ce Subaru Solterra. Alors pas mal d'aspects qui sont très positifs. Je trouve que le relooking à l'extérieur, ça donne un vrai coup de frais à la ligne de ce Solterra, notamment la face avant, la signature lumineuse. Je trouve ça vraiment très très bien, très réussi. À l'intérieur, on retrouve l'intérieur du Solterra qui est un petit peu évolué sur la partie centrale, l'écran d'infodivertissement sur lequel on peut plus facilement accéder aux petits raccourcis pour couper les alertes, etc., activer certaines fonctions. Et puis également cette partie centrale ici qui a été remaniée avec cette zone de recharge par induction qui est doublée et cette zone ici qui regroupe encore le sélecteur de sens de marche, mais également des petites fonctions annexes. Donc c'est plutôt convaincant finalement en termes de présentation. C'est un peu triste. C'est vrai que c'est tout gris, c'est un peu triste, mais c'est assez convaincant en termes de finition, de présentation. Et on a pas mal de boutons. Alors ça plaira à certains, ça déplaira à d'autres. Si vous êtes habitué à conduire une Tesla, ça va peut-être vous dépayser. Si vous aimez les intérieurs plus traditionnels avec des fonctions directement accessibles, ça devrait vous plaire. Sur la route, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de puissance? L'augmentation de la puissance fait qu'on a quelque chose de
très convaincant en termes de relance, d'accélération, c'est vraiment très agréable. Le confort, très appréciable également, c'est très lumineux, on est positionné assez haut, on voit bien les infos sur l'écran instrument qui remplace avantageusement un écran instrument positionné plus bas et un affichage tête haute, c'est idéalement positionné. Pas grand chose à dire donc de négatif jusque-là, si ce n'est que oui, on peut avoir, grâce aux palettes derrière le volant, une récupération d'énergie qui est importante, mais on ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, ça ralentit très fort, jusqu'à 5 km/h, donc jusqu'à la vitesse du pas, mais on ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Pour obtenir l'arrêt complet, il faut toujours mettre le pied sur le frein. Je dirais qu'à ce stade, c'est le seul petit bémol qui me dérange un petit peu. Ce serait pas rédhibitoire pour moi, mais vous savez que j'aime bien la conduite à une pédale et donc je préférerais évidemment avoir une vraie conduite à une pédale, ce qui n'est pas le cas. Par contre, je salue l'arrivée de ces nouveaux petits raccourcis ici, voilà, qui permettent de couper facilement, notamment le bip de survitesse. Pour le reste, à part dans la zone de travaux où ça a un petit peu sonné, j'ai pas eu d'alerte en tout genre. Donc a priori, il y a que cette alerte-là que je devrais supprimer, non pas parce que j'ai envie de rouler vite, mais parce que comme toutes les voitures qui interprètent les panneaux de signalisation, eh bien il y a des erreurs et donc ça bip souvent pour rien et donc c'est un petit peu casse-pied. Voilà, j'arrive à destination, un magasin de sport bien connu. C'est ma première destination, c'est donc la fin de ce premier trajet. Merci de l'avoir effectué avec moi. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible, d'autant plus que la prochaine, eh bien, ce sera donc le grand essai de ce Subaru Solterra 2.0 qui, ma foi, a l'air plutôt réussi. Je sens que je vais passer une excellente semaine à son volant. En tout cas, on est très confortablement installé et ça, c'est plutôt pas mal. À bientôt.